Madame, monsieur, bonsoir. Pierre Bérégovoy est mort. Il s'est suicidé cet après-midi en se tirant d'une balle dans la tête à Nevers. Le pilote brésilien Ayrton Senna est mort cet après-midi à l'hôpital de Bologne en Italie. La mort de l'acteur Patrick Devers cet après-midi à Paris, il s'agirait d'un suicide. Kurt Cobain entrera peut-être dans la légende. Il était le chanteur du groupe rock Nirvana. Il s'est donné la mort hier chez lui aux États-Unis. Il n'avait que 28 ans. Bienvenue dans la France du début des années 90. La précarité devient la norme, on passe le cap des 3 millions de chômeurs. Le sida s'implante comme une réalité durable, tuant au passage Freddie Mercury, Cyril Collard et Eazy-E. La France perd contre la Bulgarie à la dernière minute et ne se qualifiera pas pour la Coupe du Monde de 1994. Bref, une période particulièrement morose. Les Français ont de moins en moins confiance en leur classe politique. Jeu de pouvoir entre chiraciens et baladuriens, collusion entre monde politique et celui des affaires, où certains survolent les lois en toute impunité, donne de plus en plus l'impression d'une France à deux vitesses. Partout on parle de fracture sociale. Fracture sociale. Fracture sociale. Fracture sociale. Le mur de Berlin s'effondre, ainsi que tous les derniers espoirs d'une utopie égalitariste. L'insouciance et l'idéalisme hippie paraissent bien loin. Le monde devient de plus en plus complexe et matérialiste. Les idéaux des parents plient sous le diktat de MTV et de la pub. C'est presque impossible de croire en quoi que ce soit. C'est dans cet environnement que le jeune Bruno grandit. À 21 ans, il écrit Nirvana. Je veux changer d'air, changer d'atmosphère. Je vais me foutre en l'air comme Patrick Devers, me droguer aux aspirines façon Marilyn. Oh, il faut que je me supprime comme Bérégovoy, aussi vite que Senna. Je veux atteindre le Nirvana comme Bérégovoy, clic clic boum, aussi vite que Senna. Je veux atteindre le Nirvana. À peine 21 ans, le jeune Bruno en a déjà marre de la vie. Il a tout ce qu'il veut, les femmes et un avenir radieux. Mais il fantasme à l'idée d'appuyer sur la gâchette et évoque le Nirvana. Dans la culture populaire, le Nirvana évoque deux univers bien distincts. D'un côté, on a la mythologie hindoue, où le Nirvana évoque un état de quiétude totale après une intense méditation. Mais le mot évoque surtout le groupe de rock le plus mythique des années 90, dont le leader Kurt Cobain s'est donné la mort quelques années plus tôt. Et c'est cette dualité qui est la clé de voûte de la chanson, explorant à la fois une fascination du morbide, mais aussi une crise de spiritualité dans un monde en perte de sens. On se rend pas forcément compte de l'onde de choc qu'a provoqué Nirvana au début des années 90. À l'époque, le rock devenait de plus en plus kitsch, cosmétique, commercial, sans une réelle authenticité. Lorsque Nirvana débarque avec Smells Like Teen Spirit, c'est une révolution. Fini les artefacts, sa force brute, son style sobre et ses lyrics angoissantes touchent des millions de jeunes en plein cœur. C'est la naissance du grunge, un formidable échappatoire pour une jeunesse angoissée et perdue. Kurt Cobain représente tout ce qui semble avoir été perdu dans les années 80. Une simplicité, une certaine candeur et surtout une formidable authenticité. Mais lorsqu'en 94, Kurt Cobain se tire une balle dans la tête, c'est le drame. Le monde perd une des dernières figures les plus vraies et authentiques de son temps. Orphelin d'idéal, le monde bascule un peu plus dans une déchéance dont on ne se remettra jamais vraiment. C'est comme Bérégovoy, aussi vite que Senna. Tous les jours que Dieu fait, je joue avec la mort. Dès que je sors de chez moi, je peux mourir. Il peut m'arriver n'importe quoi. Les voitures, elles roulent vite. Les lascars, ils tirent vite. On n'a pas de mots précis pour se protéger de la mort. Entre Bérégovoy, Ayrton Senna, les victimes du sida et bien sûr Kurt Cobain, le jeune Bruno est entouré par la mort. Il est victime d'un phénomène connu des psychologues que l'on appelle contagion suicidaire. Le désir de vouloir mettre fin à ses jours après être exposé au suicide d'un proche ou dans les médias. C'est un phénomène que l'on appelle également l'effet Werther, une référence au livre de Goethe, Les souffrances du jeune Werther. Dans le livre, le jeune Werther se suicide à la suite d'amours déçus. Et peu après sa parution, on assiste à une vague de suicides où de jeunes Allemands se donnent la mort de la même façon. J'aime mieux m'en aller du temps que je suis belle, qu'on ne me voit jamais fanée sous ma dentelle.
fané sous ma dentelle. Il y a quelque chose qui peut séduire dans l'idée de mourir jeune. Emporter avec soi une part de pureté et d'idéal. Rester le même pour toujours, ne pas décrépir et voir ses valeurs se déliter avec le poids des années. Live fast, die young, and have a good-looking corpse. Tu te vois en vieux acteur, quand tu vieilliras, quoi tu auras ressemblé? Il y a les vieux du cinéma, il y a Brasseur, il y a Simon, comment jamais vieux? Non, je serai jamais vieux. Dans sa lettre de suicide, Kurt Cobain résumait son état d'esprit et citait Neil Young. Il vaut mieux briller de 1000 feux que de disparaître. Être une flamme qui se consume rapidement, plutôt que vivre à moitié avec tiédeur et retenue. Mais pour comprendre une chanson comme Nirvana, il faut se plonger dans l'environnement dans lequel Bruno a grandi. La Porte de la Chapelle. Niché dans les quartiers nord de Paris, sa localisation est particulièrement unique. C'est un quartier hybride où plusieurs mondes s'entrechoquent. Ni vraiment la banlieue, ni vraiment Paris, c'est un quartier propice au mélange, où les règles et codes changent d'une rue à l'autre. Et grandir, c'est s'exposer particulièrement fortement à une variété de systèmes de valeurs antinomiques. D'un côté, on a la banlieue et le 93, département mythique, connu pour la précarité, crimes et dangers en tout genre. Le quartier accueille la colline du crack et est devenu le repère des toxicomanes, prostituées et trafiquants de drogue dure. De l'autre côté, on a Paris et le 18e, Montmartre, le Sacré-Cœur, le Paris des cartes postales. C'est un des quartiers les plus touristiques de France. On a le rayonnement culturel, l'accès à l'élite économique et artistique en quelques minutes. Dès le matin, ouais, donc je me réveille, j'écoute Sacrifice de poulet et j'enchaîne avec l'Aznavour, les 40 chansons d'or. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusqu'à sous nos fenêtres. Et dans l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. Montmartre, c'est le Paris d'Amélie Poulain. C'est aussi un des quartiers qui était le point de départ de figures mythiques de la chanson française, comme Aznavour ou Édith Piaf. Je chantais une fois dans la rue, et il y a un agent, il s'arrête et il me dit « Mais enfin, tu ne sais pas que c'est interdit de chanter dans la rue ?» Je lui dis « Si ». Ben, il me dit « Mais alors, mais moi, je vais être obligé de t'emballer. » Enfin, il me dit « C'est effrayant. » Il me dit « Écoute, sois gentil. Il y a des rues là-bas, c'est pas mon secteur, et elles sont très bien. » J'habite un coin du vieux Montmartre. Mon père entre sous tous les soirs. Dans ma rue. Dans ma rue, pour communiquer, il faut être trilingue et faire attention quand on marche sur des fringues. Se méfier des dingues qui sortent leurs flingues. Dans ma rue, les péripatéticiennes craquent pour du crack. Les pompiers les réveillent en leur mettant des claques. Personne ne veut tenter le bouche à bouche. Les clodos s'échappent pour ne pas prendre de douche. Et pourquoi vous ne sauvez pas en courant de la Porte de la Chapelle? J'allume. Grandir dans le 18e et son kaléidoscope d'univers, c'est perdre son innocence un peu trop vite. C'est s'exposer trop tôt à tout ce que Paris peut offrir de plus extrême en termes de diversité, d'expérience et de vices. Au point d'en finir blasé, voire anesthésié. Du coup, le jeune doc ne se reconnaît ni dans la banlieue et ses revendications, dont il se sent détaché, ni dans l'élite branchée qui se complaît dans le superficiel, la hype et les tendances du moment. Bref, il est perdu, ne sait plus en quoi il faut croire et se complaît dans un style de vie décadent. J'ai 21 ans, j'ai connu des filles, des embrouilles, j'ai tout connu. Pas tout, mais bon, j'ai connu beaucoup de choses. Rien ne me fait kiffer, maintenant, aujourd'hui. Donc si c'est ça la vie, laisse tomber, tu vois. Il regroupe tous les symptômes de ce qu'on appelle l'anomie. L'anomie, c'est une condition dans laquelle un individu se sent de moins en moins attaché à la société. Que ce soit un manque de règles, de modèles de réussite, de famille, ou tout ce qui constitue le ciment social et nous donne une place dans la société. C'est un terme popularisé par le sociologue Émile Durkheim dans son livre Le Suicide. Durkheim répertorie 4 types de suicides provenant soit d'un surplus ou d'un défaut d'intégration ou de règles imposées par la société.
Dans les sociétés traditionnelles, la tradition et les règles strictes pouvaient amener un individu qui veut faire des choix différents à d'énormes frustrations, jusqu'au suicide. Le suicide de Roméo et Juliette, par exemple, chez Shakespeare, est typique d'un suicide fataliste, car leur famille leur interdit de vivre leur amour paisiblement. Mais dans les sociétés individualistes, c'est tout le contraire. Chacun fait ce qu'il veut, au point de ne plus avoir aucun repère, de ne pas trouver sa place sur Terre, de ne pas trouver de sens à sa vie. On parlera alors de suicide anomique. Dans les sociétés traditionnelles, chaque individu avait une place bien précise dans la société, un rôle dans la famille bien défini et la sensation d'appartenir à une communauté. Il était plus simple de choisir qui épouser en fonction de votre cercle social, tout ceci était plutôt prévisible, on ne se posait pas ce genre de questions. La connexion entre son travail et le bénéfice pour la société était visible et gratifiant. Mais dans les sociétés modernes, il est plus difficile de comprendre la valeur de son travail, de lui procurer du sens, ce qui peut provoquer une forme d'aliénation. En amour, c'est encore plus compliqué. Le rôle de reproduction sociale du mariage a été remplacé par une irrémédiable quête du coup de foudre et du grand amour. Biberonné par les fantasmes de films et de séries romantiques, on cherche la connexion parfaite, la fameuse âme sœur, ce qui peut conduire à d'énormes frustrations et déceptions. People had to do the whole relationship thing themselves. Work out who they want to be with. Option paralysis. There's not many choices, you end up not knowing. L'individu d'aujourd'hui doit faire face à d'énormes anxiétés, définir soi-même son rôle, ses buts, ses envies, sa propre idée du bonheur, menant sans cesse à des remises en question. Est-ce que mes choix sont les bons et vont-ils me rendre heureux ? Ainsi, le jeune Bruno souffre d'un mal-être, une insatisfaction permanente que rien ne peut combler. Mais stone, le monde est stone. Il y a plus de couches d'ozone et les seins des meufs sont en silicone. Je vois toutes les filles noires qui se prennent pour Naomi Campbell. Je vois toutes les filles blanches qui se prennent pour Pamela Anderson. Il ne trouve plus rien de vrai ou d'authentique autour de lui. Il a soif de naturel dans un monde de plus en plus plastique et artificiel. Tout ça n'existe pas. Regardez-vous, vous ne correspondez à rien. Vos looks, vos coiffures, vos dents blanches, tout ça. Vous marchez sur des croix. Ce jus d'orange est faux. Cette assiette est collée. Ah ouais? Tiens, regarde! Regarde! Il se prend à regretter une époque où les choses étaient moins artificielles et les rapports plus purs, plus authentiques. Il souffre d'une sorte de nostalgie empruntée, c'est-à-dire la nostalgie d'une époque que l'on n'a pas connue soi-même, un lieu où l'on n'a pas vécu soi-même. Il idéalisera l'époque de ses parents, où tout était plus simple, où les rapports étaient plus authentiques. Le jeune Julien Sorel avait l'ère napoléonienne, d'autres avaient les années 70 et pour le doc, ce sera la terre de ses parents, les Caraïbes. Il crée un fantasme qui lui constituera un échappatoire rassurant, incapable d'être heureux dans son époque. Là-bas il fait chaud, on boit l'eau du coco. Sous les cocotiers, les filles sont dorées, les maillots mouillés et les bondes à bomber. Ça sent le colombo, les plats épicés. Y a du zouk à fond, des fruits de la passion. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici, dans la misère et les cris. L'état est triste et désabusé. Un état permanent, rarement ponctué de plaisirs temporaires. Un état qu'il cultive avec délectation. Cet état est bien connu des poètes et dandys du 19e siècle. Un état qu'on peut qualifier de spleen ou de mal de l'infini. Ces jeunes poètes, nés trop tard, une génération après les grandes batailles napoléoniennes et les grandes idées de la Révolution, n'avaient plus rien en quoi croire. The middle children of history, man. No purpose or place. We have no great war, no great depression. Our great war is a spiritual war. Our great depression is our lives. Tantôt, j'aurais voulu être un de ces guerriers errant au milieu des vents, des nuages et des fantômes. Tantôt, j'enviais jusqu'au sort du pâtre que je voyais réchauffer ses mains à l'humble feu de broussailles qu'il avait allumé au coin d'un bois. J'écoutais ces chants mélancoliques qui me rappelaient que dans tout pays, le chant naturel de l'homme est triste, lors même qu'il exprime le bonheur. Vous êtes heureux quand? Je vous dis, j'ai perdu la notion du bonheur. Même en dehors de votre travail? Il faut vous faire soigner.
si je me fais soigner, comment ressentirais-je? Heureux? Heureux et n'ayant plus rien à dire. Vous êtes désespérant. Mais certainement. Et vous le cultivez? Je cultive des fleurs maladives. Hum? Je cultive ces fleurs maladives. Plus rien ne me fait kiffer, plus rien ne me fait marrer. De la fille du voisin, je suis passé à de jolis mannequins très convoités. Ma petite amie, elle est belle, elle est bonne, elle s'appelle Brandy Kinnon. Si tu veux, je te la donne, car plus rien ne m'étonne. J'en ai marre des meufs, j'en ai marre des keufs. C'est toujours la même mouille, toujours les mêmes fouilles. Le poids d'une vie de rapide, voilà pourquoi je m'isole. Le suicide n'était pas un thème nouveau dans le rap. 3 ans avant, NTM avait sorti J'appuie sur la gâchette. Mais le ton était grave, sérieux et traitait le sujet au premier degré. Mais avec le doc, rien de tout ça. On a le droit à une instrumentale dansante et ensoleillée. Un ton souriant mêlé avec l'un des textes les plus désabusés que possible. On est dans l'ironie la plus totale. L'ironie, c'est l'arme la plus prisée de l'homme angoissé d'aujourd'hui. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, mieux vaut en rire et jouer au clown triste. Je suis triste comme le clown Zapata. What the hell kind of clown are you? The crying on the inside kind, I guess. Ainsi, Doc Gynéco se place en véritable précurseur de l'anti-héros postmoderne. Le postmodernisme peut se définir par une distanciation par rapport au grand métanarratif de la société. Dieu, la morale, ce qui fait le bien, le mal, ou une grande idéologie autour desquelles une société peut se rassembler. L'homme postmoderne est incapable de prendre quoi que ce soit au sérieux. Rien ne paraît vraiment important. Et pourquoi vous avez choisi des musiciens américains et pas des musiciens français? Déjà, je voulais aller en vacances à Los Angeles. Ouais. Attends, faut que je retienne ce que j'ai appris. Il est complètement détaché des règles de bonne conduite et de bienséance que la société veut lui imposer, ne montrant pas un respect particulier pour les valeurs traditionnelles, que ce soit la famille, l'amour ou même le travail. Il ne trouve pas de sens dans le travail, qu'il voit plus comme une version moderne du mythe de Sisyphe qui ne mène à rien. Il traitera tout avec une certaine ironie et un ton désabusé, parfois même avec insolence. Donna, hai 53 anni e una vita devastata, come tutti noi. Allora invece di farci innamorare, di guardarci con antipatia, dovresti guardarci con affetto. Siamo tutti sull'orlo della disperazione, non abbiamo altro rimedio che guardarci in faccia, farci compagnia, pigliarci un po' in giro. O no? Vu que rien n'est important, il aura du mal à s'ajuster à la gravité des moments auxquels il est confronté. Pris d'apathie, il n'arrivera plus à compatir avec la souffrance de ceux qui l'entourent. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Il passera alors, qu'il le veuille ou non, pour un égoïste qui n'a d'autre obsession que lui-même. De l'autre côté, certains choix anodins de la vie quotidienne vont prendre une place disproportionnée pour combler la vacuité spirituelle dont il est victime. The tasteful thickness of it. Oh my God. It even has a watermark. Il développera un attachement particulier à des aspects complètement arbitraires de la culture. Tout est interchangeable dans une ritournelle de gens, objets, relations qu'il a complètement aplati. Il ne sait plus mesurer la valeur de ce qu'il y a autour de lui. Cette confusion de principes, idéaux et valeurs se prolonge même dans une incapacité à distinguer le fantasme de la réalité. Souvent pris d'hallucinations, la réalité devient impalpable, un flou gaussien devant les pupilles qui le rend progressivement amorphe. Il prie pour que quelque chose se passe, n'importe quoi, qu'un événement survienne pour le réveiller et le sortir de ce coma mental dans lequel il s'est progressivement laissé glisser. Mais rien n'y fait, il est confortablement paralysé, dans une douce indolence, drapé dans son enveloppe de cynisme dans lequel il s'est lui-même enfermé. J'ai mis un masque de cynique et que je n'arrive plus à retirer. I simply am not there. Le doc est bien loin des préoccupations concrètes de la banlieue, de sa clique de rappeurs du secteur A. Il a des problèmes plus bourgeois, plus déconnectés de la réalité de la classe moyenne.
À ce titre, il a beaucoup plus en commun avec Octave, le héros triste et désabusé du livre 99 francs. Le problème, c'est que le cynisme ne crée rien. Le cynique est absent du monde, spectateur de sa propre défaite, et prend un malin plaisir à se saboter. On pourrait croire que la posture du cynique est confortable, donnant une attitude par rapport à la vie, un certain pragmatisme, une supériorité. Mais le cynisme est un trou qui avale tout, ne laissant que peu d'espoir à part attendre la mort, n'offrant rien si ce n'est plus de déception et d'amertume. Why are you so angry? See, you young men are dying of thirst. Do you know what that means? That means you need water, holy water. You need to be baptized with the Spirit of the Lord. Le jeune Bruno pourrait s'en remettre à Dieu pour apaiser ses anxiétés. Il pourrait faire le choix d'abandonner cette quête vaine de plaisir sensuel. Il peut abandonner sa vision pessimiste et changer sa ligne de conduite. Il peut s'abandonner à Dieu et enfin trouver un salut dans une vie droite et vertueuse. Il peut reconnecter avec ses racines et faire le choix de réenchanter le monde. Mais est-ce qu'il peut y arriver ? Dans les sociétés traditionnelles, la magie et le sacré étaient partout. Dans la nature, les arbres, le monde était plein d'inconnus, de mystiques et de mystérieux. Mais dans un monde où tout a été découvert, où la science a trouvé les réponses à tous nos questionnements, le monde s'est progressivement désenchanté. Le destin de notre époque, caractérisé par la rationalisation, par l'intellectualisation et surtout par le désenchantement du monde, a conduit les humains à bannir les valeurs suprêmes les plus sublimes de la vie publique. Mais dans le monde d'aujourd'hui, il n'a ni la force ni l'envie de se tourner vers des remèdes spirituels. On ne voit la religion que comme un énième opium folklorique destiné à apaiser les foules et leur faire accepter leurs conditions. Here's the thing. I'm having what you might call a crisis of faith. Not totally fucking hot, none. Sweet baby Jesus. Hank is going to hell. Listen to me. You have to consider the possibility that God does not like you, never wanted you. In all probability, he hates you. This is not the worst thing that can happen. We don't need him. Et peu séduit par le salut qu'offrent les religions, il traverse une crise de foi qu'il comble par des gratifications plus instantanées. Je ne crois plus en Dieu et deviens nerveux. Allah, Krishna, Bouddha ou Jéhovah, moi j'opte pour ma paire de pumas. Je ris de l'art, je ris de l'homme aussi, des chants, des vers, des temples grecs et des tours en spirale, qu'étirent dans le ciel vil les cathédrales, et je vois du même œil les bons et les méchants. Je ne crois pas en Dieu, j'abjure et je renie toute pensée, et quant à la vieille ironie, l'amour, je voudrais bien qu'on ne m'en parle plus. Le philosophe Kierkegaard a développé 3 stades de l'existence où l'individu peut passer. Le stade esthétique, le stade éthique et le stade religieux. À cet âge, tout semble à penser qu'il est bloqué au stade esthétique. Le stade esthétique est un combat permanent contre l'ennui, caractérisé par une quête des plaisirs, particulièrement les plaisirs sensuels. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, juste ce qui est intéressant et ce qui est ennuyeux. L'esthète craint plus l'ennui que la souffrance. Dans ce monde, l'être est complètement esclave de ses envies. Il est comme un chien fou, pris dans un cycle de désirs à assouvir. Il peut mener une existence frustrante car il n'a pas le contrôle sur les choses qu'il convoite. Et quand bien même il obtient ce qu'il veut, l'obtenir le renvoie à l'ennui initial, jusqu'à passer au prochain objet de désir. Cette quête vaine mène au bout d'un moment l'individu à l'ironie, la nostalgie ou simplement le désespoir. L'esthète est donc incapable de s'engager, faire face aux responsabilités qui lui coûteraient sa liberté et poseraient de nombreuses contraintes. Il manque à l'esthète quelque chose qui transcende le passage du temps et lui donne un socle moral solide. Le stade éthique nécessite un engagement, se soumettre à un code moral qui dicte ses codes et ses principes. Sans cet engagement, il retournera irrémédiablement dans une fuite en avant en quête de nouvelles expériences.
Mais la quête de l'esthète va des plaisirs basiques les plus charnels, mais peut aller jusqu'à une appréciation profonde des arts, du style et de la musique. L'esthète veut se différencier des autres, en développant un certain dandyisme et une attention pratiquement chirurgicale pour ses goûts et ses attributs. Puisqu'il n'y a plus de sacré, il y aura fétichisme des objets, matérialisme assumé et dictat du style. Il va se parer de vêtements et d'objets et étudiera la valeur signe de chaque attribut auquel il décide de s'associer. Il cherchera constamment dans le choix de l'objet la réponse à la question « Qu'est-ce qui me définit ?» Il y trouvera un salut temporaire, voire même un certain bonheur. Advertising is based on one thing: happiness. And you know what happiness is? Happiness is the smell of a new car. It's freedom from fear. It's a billboard on the side of the road that screams with reassurance that whatever you're doing, it's okay. Moi, tant que j'ai des baskets blanches, un jean neuf, un sweat neuf, je suis bien. What else is there? That's what I'm asking. What else is there? Money, hoes, and clothes, all a nigga knows. A foolish pleasure, whatever. I'm saying that's what this is all about, right? Clothes, bank rolls, and hoes, you know what I'm saying? Yo, then what, man? What? In Buddhism, we speak of nirvana, which is the cessation of all suffering. Nirvana, first of all, it means the cessation, the extinction of all suffering. Et c'est là qu'atteindre le nirvana évoque chez le doc des ambitions plus spirituelles. Retrouver une forme de quiétude intérieure perdue dans une société obsédée par l'argent et le paraître. Réenchanter le monde, retrouver la magie. Quitter ce cynisme qui lui mine le moral, lui ayant fait perdre le goût de la vie déjà si jeune. Il rêve d'un état d'ataraxie, de plénitude totale, sans être distrait en permanence par tous les plaisirs de ce monde. Le seul moyen d'y échapper serait de quitter définitivement la société moderne au profit d'un état ascétique total, ce qui est peine perdue pour un amoureux du style et de la chair. Mais la question que le doc nous pose est simple. Est-ce que l'on peut y arriver ? Est-ce que l'on peut trouver une paix intérieure dans un monde de plus en plus artificiel et corrompu ? Peut-être pas, mais les leçons sont multiples. Sourire à la vie de la même façon qu'elle nous sourit. Ne pas fuir la réalité du monde tel qu'il est dans un nostalgisme ou un cynisme. Cultiver une certaine légèreté tout en mesurant la valeur des choses qui sont importantes autour de nous. Et ne pas avoir peur de s'engager. Savoir s'élever, mais ne pas s'enfermer comme un ermite. Être à l'aise dans son époque et profiter des plaisirs matériels sans pour autant se sentir coupable. Je vous parle d'une voiture que les moins de 20 ans rêveraient tous d'avoir. Intérieur cuir, nana. La BM.